Salut les copains, nous sommes de retour sur le petit plateau, un petit plateau qui va faire la part belle à une course qu'on adore ici parmi nous. C'est bien évidemment le Ronde, le Tour des Flandres. C'est le premier monument pavé, c'est le premier monument belge également. Et c'est une course qui est pour certains suiveurs peut-être la plus belle du calendrier UCI. Je ne sais pas si justement, pour entrer directement dans le vif du sujet, Damien, Alexis, est-ce que pour vous, à vos yeux, c'est la plus belle des courses de l'année? Pour moi, ça l'est, mais ça l'est depuis toujours. Ça a toujours été ma course préférée et, et c'est la plus belle aussi de par l'ambiance qu'il y a par rapport à une course comme Roubaix où il y a beaucoup aussi d'ambiance, hein, mais l'ambiance qu'on a en Flandre est, je pense, inégalable. Et donc voilà, oui, moi, bah, de toute façon, c'est les deux dimanches que j'attends le plus chaque année et encore un tout petit peu plus le run que Roubaix. Ouais, je suis totalement d'accord. Moi, je parle souvent de la Flèche Brabantson comme la plus belle course. C'est un peu en boutade, évidemment. Le Rhône, c'est la Flèche Brabantson en plus long, en plus dur, avec plus de public, avec plus de prestige. Oui, c'est la plus belle. Souvent, on parle de Milan-San Remo comme étant 20 minutes sous apnée totale. Ben, le Rhône, c'est une heure et demie sous apnée. Donc, ouais, pas un seul moment de répit. Une course de guerrier, c'est vraiment magnifique. Et c'est vrai que ce qui rend cette course magnifique, je vous le donne en mille, c'est les monts. Hein, le Tour des Flandres, c'est les monts. Le Tour des Flandre, c'est les pavés. Et surtout, le Tour des Flandres, c'est les monts pavés, évidemment. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est fort particulier pour cette course. Et parmi les monts pavés, on sait qu'il y en a une flopée. Moi, j'aurais bien aimé vous évoquer quelques-uns de ces monts. On sait que le Tyenberg, c'est celui qui a peut-être la réputation d'être le plus difficile. C'est aussi celui qui était très cher à Tom Bonnen. Hein. On sait que c'est dans ce mont que il aimait tester un petit peu la rivalité, il aimait un peu démarrer pour voir un peu ce qu'avaient dans le coffre ses adversaires. Mais c'est un autre enchaînement que j'aimerais évoquer avec vous, c'est le fameux triptyque Vieux-Quarmont, Paterberg, Koppenberg. C'est une tuerie, ces trois monts qui sont avec chacun allez, je dirais un profil tout à fait différent. Hein. On se souvient du vieux Quarmont l'année passée avec un Tadej Pogačar stratosphérique. Le vieux Quarmont, c'est 2200 mètres de pavé. La pente n'est pas très raide, hein. Ça monte maximum à du 11%. On est sur une moyenne de 5% environ. Par contre, c'est très long, effectivement, 2,2 km sur un vieux pavé qui est assez horrible. Et puis, c'est vrai que on a la caractéristique évidemment de ces courses en Flandre, c'est que ça ne s'arrête jamais de tourner. On est toujours sur la relance. Donc, quand on quitte le vieux Quarmont, on prend la nationale sur la gauche. Très vite, on doit reprendre une petite route. Et puis, on va rapidement gagner là le pied du Paterberg. D'ailleurs, j'y suis passé il n'y a pas longtemps. Et vous allez voir, ils ont refait complètement la route qui mène au Paterberg. Ça va être hyper rapide. On va arriver sur un embouteillage au Paterberg. Ça risque d'être phénoménal. Ça signifie qu'à mon avis, entre le Vieux-Quarmont et le Paterberg, il n'y aura pas un seul temps mort. Et le Paterberg, pour moi, c'est la plus dure. C'est 300 mètres. C'est pas grand-chose. Ça monte à du 21%. C'est dégagé, donc quand on a le vent, on a trois quarts face, c'est une tuerie. On a pu le voir sur l'E3 il y a quelques jours. Ils ont dégagé la rigole. Donc du coup, voilà, ça c'est un peu dommage quelque part. On aurait aimé voir un Paterberg sans la rigole. Et c'est le cas justement du Koppenberg. Hein. Le Koppenberg, il n'y a pas de rigole. Le Koppenberg, c'est 750 mètres. C'est un pavé qui a été réfectionné. Hein. Donc, il est en meilleur état que sur le Paterberg et sur le Vieux Quarmont. Mais là aussi, on va chercher des pourcentages assez terribles. Hein. On est à 10% de moyenne et on va aller chercher du 20% aussi dans ce Koppenberg. Le Koppenberg, pour ceux qui ne savent pas, ça signifie en fait la montagne des têtes d'enfants, hein, les Koppens. Donc, c'est comme ça qu'on appelle la forme de ces petits pavés arrondis. C'est les têtes d'enfants. Et le Koppenberg, c'est ce qui nous a offert l'une des images les plus fortes de ces dernières années. Ça remonte déjà aux années 80. C'est l'année où Jesper Skiby, qui était encore un inconnu à l'époque, se retrouve seul en tête de la course. Derrière, les grands favoris se tirent la bourre, ils sont en train de revenir sur lui, mais il se dit, si je bascule quand même au-dessus du Koppenberg avec eux, il y a moyen que j'aille chercher quelque chose. Et à l'époque, on est sur un pavé qui est dégueulasse, qui est ignoble.
et c'est là que le drame se produit. La voiture du commissaire de course qui le suit l'écrase, roule sur son vélo, il a tout juste le temps de retirer sa jambe, sinon il était broyé. Et la voiture ne s'arrête pas, le mec se retourne, hein, donc c'est encore à l'époque où le directeur de course était toute la course par le toit ouvrant. Et là, il y a une bronca qui démarre à ce moment-là. Il faut savoir que le commissaire de course et la voiture, une fois l'arrivée atteinte, se fait caillasser, se fait huer. Enfin, c'est une des histoires très marquantes, au point que le Koppenberg est devenu en fait ce mont assez dangereux dont les organisateurs ne voulaient plus, tout simplement. Ils l'ont retiré. Et alors, il faut savoir que pour un poisson d'avril, hein, on approche ici évidemment le 1er avril, mais pour un poisson d'avril, un journal néerlandophone, un journal flamand, avait un jour lancé une pétition en disant: Ah, on vous donne rendez-vous tel jour, donc le 1er avril, sur le Koppenberg pour aller manifester. Eh ben, il y a eu 2000 personnes. Donc, il y a plein de gens qui sont rentrés dans le truc, et c'est là que les organisateurs se sont dit: Ouh, ben peut-être que le Koppenberg, faudrait repenser à le mettre sur le tracé. Et c'est ainsi, pardon, que le Koppenberg est revenu dans les années 2000 sur le tracé du Tour des Flandres. Alors, des monts pavés, il y en a encore beaucoup d'autres, des anecdotes aussi. Je sais que toi, Alexis, par exemple, tu nous as encore déniché une petite trouvaille. Oui, alors déjà, je vais rebondir sur deux choses qui vont nous rassurer. C'est que déjà, le Koppenberg, les voitures ne sont plus admises Ah non. depuis qu'il est revenu dans le parcours. Et alors, deuxièmement, le Paterberg, ne t'inquiète pas, il y aura des barrières cette fois-ci sur le Tour des Ah! Flandres. Donc, pas de question de prendre la rigole. Oui, c'est Euh, vrai que c'est interdit, hein, dans le règlement du Tour des Flandres, il est interdit de prendre les rigoles et les trottoirs. Ouais, voilà. Ben donc, pour les monts, je pense qu'on y reviendra aussi quand on envisagera le scénario de course. Mais pour l'anecdote, oui, j'en ai trouvé une. Elle est un petit peu moins hollywoodienne que celle de Milan-San Remo, mais elle nous renvoie vers l'origine de certains des monts historiques des Flandres, justement. Alors, on est en 1949. Le Rhône devient progressivement de plus en plus pentu, alors qu'il avait commencé tout plat. Et un certain Fiorenzo Magni, un Toscan récent vainqueur du Giro, vient se perdre dans la campagne flamande. Alors évidemment, assez rare pour l'époque, vous allez me dire, ben oui, la raison derrière tout ça, c'est tout simplement sa popularité en Italie, qui est descendue en flèche depuis qu'il s'est enrôlé dans la milice de Mussolini durant la Seconde Guerre mondiale. Donc direction le Rhône pour lui, il cherche un petit peu de répit, il quitte les routes italiennes et roule vers le nord. Et il s'impose directement en 1949 face à une armée de Belges. Le créateur et organisateur du round à l'époque le vit très mal parce que c'est seulement la deuxième fois qu'un Belge ne gagne pas sa course. Et il décide donc de durcir le parcours pour réveiller les véritables Flandriens qui étaient pour lui des véritables héros. Et il ajoute le fameux mur de Grammont en Ah, 1950, la première fois qu'il a été gravi au round en 1950. Il faut savoir qu'il avait été escaladé pour la première fois en course 2 mois auparavant à l'Omloop, qui était donc à l'époque le concurrent du Rhône, on en avait déjà parlé. Et donc, il rajoute ce mont pour durcir la course pour que des vilains italiens ne viennent plus gagner le round. Et figurez-vous que ça a raté, vu que Monsieur Magny a gagné encore une fois d'accord. le round l'année suivante. Il a encore gagné une troisième fois d'affilée l'année d'après. Donc, véritable humiliation pour les Belges. Et ce triplé lui vaudra un surnom, je vous le donne en mille, le Lion des Flandres. Ça ne Oh. s'invente pas. Le premier lion des Flandres fut italien et sera à l'origine indirecte du plus mythique des monts des Flandres, le mur de Grammont. Oui, c'est vrai que la course date du début du XXe siècle, et le premier mont pavé, c'est le vieux Quarmont, hein, c'est pour ça qu'on appelle ça d'ailleurs le Haut de Quarmont. C'est pas parce qu'il est plus vieux qu'un autre en termes de revêtement ou autre, c'est juste que c'est le tout premier en fait mont qui a été escaladé, c'était en 1919. On s'est plaint que le vieux Quarmont prenait la place du mur de Grammont, mais il était là Oui. bien avant. Tout à fait. Bah super, franchement avec vous, j'apprends plein de choses moi. Honnêtement, je savais pas grand-chose de ce que vous avez dit. Et c'est super d'entendre parler d'histoire, mais bon voilà, l'histoire, on va la laisser un petit peu derrière nous maintenant parce qu'on a hâte de voir ce qui va se passer plutôt ce dimanche. Donc on va revenir sur le présent. Est-ce que vous, avant toute chose, avant de parler vraiment et d'armes favoris, etc., vous auriez des hommes dont vous aimeriez parler, des hommes à suivre peut-être, qui peuvent soit jouer un rôle de trouble-fête, soit autre chose, un rôle qui vous intéresse de regarder de près. Alors oui, en effet, on aime beaucoup le dire. Moi particulièrement, vous le savez, on est dans une ère de polyvalence avec des extraterrestres qui viennent un peu éclipser justement les autres coureurs et notamment des coureurs qui sont eux aussi extrêmement polyvalents. On parle beaucoup de qui pourrait gagner 4 voire 5 monuments.
Voilà, vous savez qui vient directement dans la conversation quand on parle de ça, mais un qui techniquement sur papier, il va pas le faire, hein, mais sur papier pourrait le faire, c'est Mohoric. Alors j'ai l'impression que je parle tout le temps de Mohoric, mais c'est pas, voilà, la seule raison derrière tout ça, c'est que Mohoric, il est tout le temps présent. Non seulement il roule tout le temps, mais il fait la course. À chaque course, il est là, il est devant, il court bien, il court intelligemment. Moi, je vous ai regroupé quelques chiffres. Mohoric, sur ces 3 dernières années, donc j'ai mélangé les 3 années, mais j'ai quand même pris l'ordre calendaire. Il fait sixième d'Estradé, il gagne à Milan-San Remo, quatrième à l'E3, neuvième de Gand-Wevelgem, 21e du Ronde, mais vous verrez qu'il fera top 10 cette année, cinquième de Roubaix, neuvième de l'Amstel, quatrième de Liège-Bastogne-Liège, deux étapes du Tour de France, deuxième à la Saint-Sébastien et quatorzième des mondiaux. Il n'y a que en Lombardie qui n'a pas brillé, mais ça ne saurait tarder. Moi, je suis impressionné par ce gars qui sait performer partout. On n'en parle pas beaucoup, enfin si on en parle beaucoup, mais pas de la même manière que les autres extraterrestres, et c'est normal, mais il mérite quand même mention et je pense qu'il va peser sur la course encore une fois ce dimanche. Ouais, je suis d'accord. Il a souvent plus fort que lui, mais il a une polyvalence assez incroyable, hein. Bon, il tombe à la mauvaise époque, entre guillemets. C'est ça. Ici, pour le Tour des Flandres, j'espère que ça ira après sa chute. Il a chuté récemment. J'espère qu'il sera en pleine forme. Mais, ou sinon, s'il est en pleine forme, je suis d'accord avec toi, il fera top 10. C'est presque assuré, je pense. Il va anticiper à un moment, il va se trouver dans le bon coup, c'est sûr. À un moment de la course, on parlera de lui, c'est sûr. Oui, parce qu'en plus de sa polyvalence, il a une belle intelligence de course, hein. Ouais. Bah, c'est vrai que depuis le début de la saison et en tous les cas depuis le début du week-end d'ouverture, on a vu sur les Flandriennes quelques coureurs intéressants. On a notamment pu voir que derrière Van der Poel, il y a du peuple, comme on dit chez Alpecin, et notamment Søren Kragh Andersen. On était beaucoup à se poser la question, je pense, en début de saison, de savoir un petit peu ce que le gars de chez DSM allait pouvoir faire là-bas. Et je crois qu'on l'a vu, hein, c'est vraiment un allié de poids. On parle beaucoup de Jumbo avec Van Aert nécessairement, mais qui peut aujourd'hui compter, bien sûr, sur des coéquipiers, mais qui peut aussi compter sur des cartouches de réserve avec des Laporte, des Van Baarle. Mais je crois qu'on a le cas aussi chez Alpecin, puisque en tous les cas de ce qu'on a pu voir ici en début de saison, Kragh Andersen est en grande forme. Et je pense que Damien, tu voulais aussi peut-être évoquer le Là, Danois. c'est un nom que j'avais noté, oui. Là, c'est quelqu'un que je vais vraiment regarder ce dimanche. Non pas que je l'imagine pouvoir jouer le trouble fête. On n'est pas encore au prono, mais je vais déjà le dire maintenant, je vais être Mhm. clair. Je vois pas de, quand on appelle des Dark Horse, là, j'ai même pas envie de regarder après ça parce que pour moi, il y aura pas match. Il y a Ouais. les Fantastiques et le reste du monde. Mais où je vais regarder Kragh Andersen, c'est parce que je me demande s'il pourra pas avoir un rôle clé quand même ce Mhm. dimanche. Tu viens de faire le parallèle, enfin pas parallèle avec Jumbo, mais tu parles des cartouches Jumbo. C'est un peu ce que j'avais noté en fait. Jumbo a super collectif, Alpecin a Kragh Andersen. Et UAE, étonnamment, alors qu'ils ont des noms intéressants, je les trouve un peu en dessous. Et donc je me dis que Craig Andersen peut vraiment jouer un rôle clé pour fatiguer Pogacar, pour que Pogacar doive peut-être prendre des responsabilités et que Van der Poel puisse un peu se reposer à ce moment-là. Donc je pense qu'il peut avoir un rôle clé. Il aura peut-être pas, mais vu la grande forme qu'il a, il peut être Mhm. très intéressant, je pense. Mais il n'a Ouais. que lui, hein, Van der Poel, il n'a que Kragh Andersen, honnêtement. Ouais. Et Non. puis bon, là, ce sera à Jumbo et à Alpecin de trouver une parade à ça, mais équipier, on peut avoir autant d'équipiers qu'on veut. Si Pogacar répétait au deuxième passage du Vieux-Quarmont, donc à 54 km plus ou moins de l'arrivée, il n'y aura plus d'équipier, hein. Je ne sais même pas s'il y aura, je sais même pas qui sera devant avec lui, donc À moins qu'il y ait de l'anticipation. il faudra de l'anticipation, c'est clair. Et pour ça, Jumbo part avec une longueur d'avance parce qu'ils ont beaucoup de cartouches. Ce qui serait intéressant peut-être aussi, c'est de voir la course de la Groupama. Oui, tout à fait. L'année passée, ils ont fait une très très bonne période sur les Flandriennes. C'est une équipe qui possède deux très belles cartouches avec Tout à fait. Kung, mais aussi Madouas. Madouas qui était malade, qui revient, qui a dit lui-même après le 3 ou Gand, je ne sais plus, que il était prêt. Donc, il faut voir, c'est peut-être sur ce genre d'équipe qu'on peut compter pour dynamiser la course. Ou en tous les cas pour essayer d'anticiper ce match à 3 vers Tout à fait. lequel on s'oriente, voire à 4, puisque on sera quand même curieux de voir ce que Pidcock va nous réserver, hein. Il est enfin, en tout cas, il est sur la start list. Visiblement, il n'a pas trop souffert de sa commotion. S'il est au top, bah, ce serait logique d'avoir là le quatrième homme. Ouais. Moi, je Ouais, veux rebondir sur la Groupama parce qu'il y a les deux cartes maîtresses et je trouve que même le collectif est très bon. Et un Genietz, par Oui, un exemple, Geniette, tout à fait. est tout à fait. exceptionnel, je trouve, hein. Ouais. Un équipier en or. Pidcock, toi, tu parles de peut-être un match à 4 au lieu d'un match à 3. Moi, je parle plutôt d'un match à 2. Mais
Oh, ça va, hein. On en reparlera un petit peu. Pourtant, j'ai mis les couleurs, j'ai mis les couleurs pourtant, mais On en on en reparlera, on en reparlera un peu. reparlera. On en reparlera un petit peu, mais puisque j'ai ces couleurs-là, si je peux me permettre, je voulais citer un deuxième homme à suivre. Et avant de citer un deuxième homme à suivre pour dimanche, pardon, je voudrais revenir sur juste deux, trois gains sur les dernières classiques Mhm. qu'on a vus, qui m'ont impressionné. Ben, certains, enfin, on l'a déjà entendu à gauche, à droite, mais je pense qu'on ne le dira jamais assez. Frédéric Frison, il nous a fait deux dingueries, À fond. notamment une sur la panne où il bouche un trou. Tu te dis, mais c'est pas possible. C'est Ghana, le gars, en fait. Comment il bouche ce trou hein. Donc Frison, qui a toujours été l'homme de l'ombre et qui là va chercher deux superbes quatrième places, moi ça m'a vraiment fait plaisir et c'était très beau, donc je voulais le mentionner. Mhm. Et alors, un autre homme, je reste à la panne, un homme ou un gamin, je sais pas, Olaf Koy. Je sais pas ce que vous avez pensé Mhm. d'Olaf Koy, la campagne qu'il fait là. Sur la panne, c'est assez extraordinaire. On a parlé à raison du récital de Philipsen. C'était encore un cran au-dessus de Coe, bien sûr, parce que Philipsen, il est l'instigateur, etc. Mais voir Coe y être avec, moi, ça m'a totalement bluffé. Et puis, je vois Coe qui fait encore un très bon Go Evil Game derrière. Et en fait, alors, peut-être que moi, je me trompais, hein, mais pour moi, Coe, c'était un sprinter de course à Ouais. étapes. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Il m'a vraiment, mais totalement bluffé. Je sais pas ce que vous en pensez, Bah, écoute, mais épaté. on imaginait Coy comme étant le rival de Philipsen sur les sprints. Bah, il est peut-être rival de Philipsen tout court, sur les sprints et sur les classiques. Ça revient quelque part un petit peu au débat, hein, si ceux qui n'ont pas suivi pouvaient aller retrouver ça dans l'épisode sur Milan-San Remo. Est-ce que ce sont des sprinters, Ouais. des punchers ou autres? On voit qu'effectivement, de plus en plus, les purs sprinters sont obligés de révolutionner leur style pour C'est pouvoir ça. exister ailleurs aussi, dans un style beaucoup moins impressionnant. On a vu Jacobsen et Merlier, par Ouais, exemple, chez Quick-Step, ouais. tenter quelque chose, je sais pas C'est pas quoi. quoi, Je non. pense qu'il y a une pression qui leur est mise par tonton Pat par derrière. Et hein, je note que pour l'instant, on n'a pas encore du tout évoqué la Quick Step. Et est-ce qu'on va vraiment l'évoquer? Je ne sais pas. Voilà, il y a une Oui, sorte de pour dire qu'ils feront sinistrose pas là top qui s'est 10, oui. installée. Non, ouais, ouais. Mais donc voilà, effectivement, ce serait intéressant de voir ce que des profils. Après, des profils pareils sur une course comme le Rhône, d'ailleurs, la plupart ne sont pas Ah oui, non, non. au départ. C'est compliqué, évidemment. Bien sûr, Ça, c'est bien sûr. sûr. D'ailleurs, puncher, sprinter, sprinter, puncher, puisque tu parles de revenir à l'épisode précédent, on a vu un petit Caleb Ewan, troisième quand même dans le Kemmel, hein, dans la montée du Kemmel. Il est prêt pour sa transformation, le Caleb. Bon, On il est a des dû lâcher visionnaires, après, hein, les gars, mais on est des ouais, on est des visionnaires. visionnaires, il est prêt là. Il travaille. Ou alors, ou on est des visionnaires, ou il a écouté le petit plateau et Oui, il je s'est mis à pense. bosser déjà sur la semaine là et Ça il doit être commence ça. sa transformation, hein. Non, mais moi, je voulais encore donc évoquer un homme ici pour dimanche. Et en même temps, comme ça, je lui rends honneur aussi pour tout ce qu'il fait depuis le début de saison, c'est Nathan Van Hooijdonk. Alors lui, Oui. je trouve qu'il a une progression très linéaire, mais alors cette année, il atteint quand même, déjà l'année passée, il avait franchi un palier, mais alors cette année, je le trouve extraordinaire. Week-end d'ouverture, pour moi, c'était le plus fort. Il en gagne pas de chance pour lui, mais c'était le plus fort des jumbos sur l'ensemble des deux courses. Et, euh, et là, il est tout le temps présent. Très, très, très impressionnant Ouais. dans un collectif rempli de super grands noms. Mm. Lui parvient à briller. Et puis, ben, on a vu chaque fois des jumbos qui vont gagner en anticipant. Alors, j'avais dit que je croyais pas en anticipation, mais s'il y avait anticipation, vous imaginez comment ce serait magnifique de voir Van Hooijdonk. Et je pense qu'il peut hein, partir en anticipation pour le gagner, mais je pense qu'il peut être un de ceux qui, je sais pas, ils auront certainement défini des cartes, mais après, ils s'adaptent pendant la course et peut-être qu'on laissera pas partir un très grand nom. Un Van C'est ça. Barle, et peut-être qu'un Van Hooijdonk, il va avoir sa chance, lui, pour Ouais. partir. Et moi, je veux voir aussi, justement, si la progression qu'on a vue là, depuis le début de saison, elle peut se marquer aussi sur une course comme le Runt. Est-ce qu'il est prêt aussi pour là être très très costaud? Ouais. Bah juste pour rebondir, Pitcock, c'est vrai que moi j'ai toujours tendance à le sous-estimer et je me trompe souvent, j'avoue. Donc moi je l'imagine pas du tout au même niveau que les trois autres, je l'imagine même assez loin, mais comme je me trompe souvent, il sera peut-être là avec eux, c'est voilà. Alors, est-ce qu'on lance le pavé dans la mare, les trois autres, et moi les deux autres, et Romain peut-être les quatre? Hein. Ouais, on se dirige vers un match effectivement à 4, 3, 2, à 5 avec Kung, 6 avec Madouas, 7 avec Alaphilippe, pourquoi pas. Mais effectivement, je crois que on a vu depuis le début de la saison qu'il y a des gars qui sont en grande forme. Ça va être vraiment difficile d'aller leur disputer la victoire. C'est une course qui est plus dure que celle qu'on a connue jusqu'à présent, qui est plus longue que celle qu'on a connue jusqu'à présent. Et là, je pense que des Pogacar, des Van der Poel et des Van Aert ne risquent pas d'être inquiétés. Ouais. Allez, je prends la parole juste avant toi, Alexis, parce que comme ça, je vais te faire T'en réagir prie. quand même sur ce que je vais dire, parce Ouais, que je sais, je suis je un m'y peu, attends, je m'y ben ouais, attends. ouais, ouais.
Oui, oui, tu l'as dit toi-même, hein, le run c'est beaucoup plus dur que le 3, donc si le 3 il a pu s'accrocher, le run, moi j'ai des sérieux doutes. Et non, mais blague à part, ici je te provoque un petit peu, mais je pense sérieusement euh, que pour moi ça va être un match à deux, avec Wout qui va faire illusion un certain temps, mais je le vois pas s'accrocher sur toute la C'est course. possible. Je le vois Oui, pas c'est s'accrocher sur possible. toute la course. Je serais pas non plus bouleversé. C'est possible. On l'a vu à l'E3, il a gagné, mais il a eu du mal. Après, c'était 9 jours avant le round. Pogacar, ça fait 2 mois qu'il est en pleine bourre. Van Der Poel, il a l'air aussi d'être en avance sur Watt. Un jour n'est pas l'autre. Il suffit de 0,5% en plus de forme pour qu'il arrive à suivre Pogacar dans le Vieux-Cormont. Il a jamais lâché. Enfin, il a lâché, mais il a jamais Ouais. explosé. Moi, j'y crois encore. Après, en effet, je le vois. Alors que je pensais que voilà, j'avais un avis contraire avant le 3. Maintenant, je ne le vois plus lâcher Pogacar dans le Vieux-Quarmont et je ne le vois pas lâcher Van Der Poel dans le Paterberg. Donc, je ne le vois pas favori, c'est clair. Euh, il faudra vraiment qu'il était un petit peu en retard dans sa préparation et qu'il ait rattrapé ce retard pour pouvoir jouer la victoire. Mais voilà, la confiance n'est plus aussi bonne qu'avant le 3 alors qu'il a gagné le 3. C'est quand même C'est paradoxal, assez hein. formidable. Ouais. Mais la séquence est quand même aussi assez incroyable en Belgique, hein. Quand on va au niveau flamand, il y a, voilà, faut savoir que le vélo, c'est le sport numéro 1 en Flandre. Et il y a une pression de fou sur Wout van Aert. On a évoqué dans une petite capsule sur Twitter le cadeau que Van Aert fait sur Gont-Wevelgem à la porte. Mhm. C'est un cadeau qui a été assez mal perçu finalement en Flandre, où beaucoup de gens estimaient qu'il aurait dû prendre la victoire. Et donc, ça a remis finalement une couche de pression supplémentaire sur Van Aert. Oui, toujours, Du hein. coup, moi, j'ai envie de vous poser la question. Ça fait quand même 2, 3 ans qu'il est là au top des Flandriennes, 2, 3 ans qu'il tourne autour du Rhône, de Roubaix. On avait déjà un peu cette impression l'année passée, mais cette fois-ci encore plus qu'avant. Selon vous, si Wout passe à côté du Rhône et de Roubaix dans la foulée, ça devient grave? Je pense que s'il passe à côté du run, ça ne devient pas grave du tout. Mhm. S'il passe à côté des deux, peut-être un peu plus, dans le sens où pour moi, puisque je pense que c'est plutôt un match à deux, mais c'est pas rien que sur la forme qu'on a vue à l'E3, etc. Pour moi, il a tout simplement les capacités de gagner. Il est très bon partout. Il a les capacités de gagner presque partout. Ce qu'on oublie souvent, on lui colle du coup toujours la pancarte parce que c'est un des meilleurs tout au long de l'année. On oublie souvent qu'il a toujours un gars à minima aussi fort que lui dans la spécificité dont on a besoin pour cette course-là. Pour moi, sur le run, Mhm. il sera jamais le big favori, parce que ça convient peut-être mieux à Van Der Poel quand même. Pogacar, Tout à parlons-en fait. encore. Enfin, c'est un ovni et là, ça lui va très bien. Mais voilà, il y a peut-être qu'une seule course pour moi où il est le coureur ultime, c'est Roubaix. Donc effectivement, Oui. si Roubaix il se Mhm. loupe et que c'est pas une question de malchance, etc. Là, ça peut commencer un petit peu à travailler. Mais voilà, pour moi, non, c'est pas grave. Par contre, ce qui va être un peu embêtant, c'est dans l'opinion publique. Dans l'opinion publique, même s'il se trouve un peu au run, il va se faire massacrer, hein. Tout à Et fait. c'est triste, et c'est triste. Moi, je suis quand même un tout petit peu rassuré et content d'entendre des gens ici sur Twitter qui ont participé au Twitter Space de Socket Légère. Là, il y avait Tib et JB et Jérémy Sakian, notamment, j'en oublie peut-être, où personne ne met Wout favori. J'ai vu que Phoenix ne met pas Wout favori. Donc ça, je suis vraiment content et rassuré parce que ça veut dire que les attentes vont pas être trop élevées. Mais on parle de connaisseurs. Le vraiment grand public, si Wout gagne pas, c'est un échec. Et moi, j'en ai un peu marre qu'on Tout à fait. considère ça comme un échec, en fait, hein. Ça en dit long hein, sur lui au final, hein, Ouais. que ce soit considéré comme un échec. Il y a combien de coureurs qui prennent le départ du round? Et il y en a combien pour qui ce serait considéré comme un échec s'ils ne gagnent pas? Trois. Et c'est trois ovnis. Donc oui, ce serait un échec, mais ça en dit long sur le statut qu'il a. Et son statut est bien plus élevé que celui d'un gars qui n'a gagné qu'un monument. Tu dis 3, je suis même pas sûr que pour Pogacar, s'il fait Oui, c'est genre vrai. deuxième ou quoi, on va parler d'un échec, hein. Non, c'est Je suis vrai. pas convaincu. J'ai l'impression que quand c'est Mhm. Wout, tout est exagéré, en fait. Ouais. Et Van Der Poel non plus, il a déjà gagné à plusieurs Oui, reprises. tout à Oui, fait. oui, oui. Donc, ce serait peut-être le seul, on va dire, pour qui ce serait considéré un échec. Alors que, bon, en vélo, tout va très vite. Peut-être que dans 4 jours, je vous dirais totalement l'inverse. Mais alors que, à l'heure actuelle, on n'a pas forcément l'impression que c'est une course qui lui convient aussi bien qu'à Van Der Poel. Mhm. Est-ce que tu disais, est-ce que c'est grave? En fait, pas tellement grave, mais est-ce que ça pourrait avoir des conséquences
qu'on ne soupçonne pas. Moi, il y a un truc que je me demande, mais je suis peut-être totalement à côté de la plaque, hein, c'est si il ne remporte pas le round, pas simplement s'il ne remporte pas, si on voit qu'il est moins fort que Pogacar et Van Der Poel, entre guillemets, encore une fois, euh, est-ce que ça n'inciterait pas la Jumbo les années prochaines à jouer encore plus collectif? Donc on sait qu'ils peuvent jouer le surnombre, mais là, je pense que l'idée c'est de jouer le surnombre en faveur de Wout. Est-ce qu'ils ne partiraient pas dans une tactique, on va jouer le surnombre? Il n'y aura plus un très grand leader. On sait que de toute façon, si on va à la régulière contre Mathieu ou contre Tadej, on risque encore de perdre et de voir Wout qui ne suit pas. Donc est-ce qu'on jouerait pas autrement? Bah, honnêtement, je sais pas parce que Wout, même si à l'instant T apparaît en tous les cas un petit cran en dessous de Pogacar et de Van Der Poel, il apparaît malgré tout un voire deux crans au-dessus de Laporte, Van Barle et autres. Je pense que là où ça pourrait jouer, c'est que la Jumbo ferait beaucoup plus une course, à mon avis, d'anticipation. Je vais pas dire que je m'inquiète pour Wout, hein, mais je crois que quoi qu'il arrive, de par ce qu'il a montré, de par son palmarès, de par son attitude, qui est pour moi quelque chose de très important, c'est déjà un grand champion. Oui, Et quoi qu'il arrive, si jamais effectivement il devait ne jamais gagner le Round de Roubaix, c'est clair que par rapport à d'autres grands champions flamands, hein, on pense à Johan Museeuw par exemple, plus récemment Tom Boonen de la même écurie, il y aurait un manque. Mais Mhm. côté de ça, Van Aert a réussi des trucs que ni Museeuw ni Boonen n'ont réussi. Et je répète, dans l'attitude, euh, il a quelque chose qu'ont peu de coureurs. C'est un gars qui court avec les émotions aussi, même s'il y a parfois un petit peu cette image d'un robot sur sa machine. C'est quelqu'un qui procure des émotions. Après, voilà, je sais pas, Alexis, toi qui es un grand fan de Wout, comment verrais-tu la chose? Admettons, Wout van Aert termine sa carrière, il n'a jamais gagné d'autres monuments que Milan-San Remo. Échec? Échec, écoute, c'est dur à dire, c'est dur d'être objectif. Je pense que je me pose la question tous les jours et que tous les jours j'apporte une réponse différente à ma propre question. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire que d'ores et déjà, et a fortiori à la fin de sa carrière, Wout a déjà un bel héritage, laisse déjà un bel héritage dans l'histoire du cyclisme. Mais s'il veut un palmarès digne de son héritage, il doit gagner les monuments flandriens, c'est sûr. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est peut-être de la culture de l'instant, mais pour moi, son héritage dépasse son palmarès. Il est au-dessus. Pour plein de raisons, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que son palmarès qui, ceci dit, il est beau son palmarès, hein, j'y reviendrai, Mhm. mais en plus de son palmarès, il y a la façon dont il fait gagner ses équipiers. Il y a son Tour de France 2022, ses 9 étapes sur le Tour de France, il y a ses rivalités avec Van Der Poel, il y a ces innombrables deuxièmes places. Poulidor, bon, il a beaucoup gagné, mais je veux dire, c'est une légende, notamment à cause de ses deuxièmes places. Donc oui, pour moi, il a un héritage qui dépasse son palmarès. Mais pour être jugé à sa juste valeur, peut-être qu'il faut que son palmarès rattrape son héritage, parce que dans 20 ans, 30 ans, la génération de nos enfants, quand ils vont regarder le palmarès et qu'ils verront un monument pour Wout van Aert, euh, même s'il a gagné beaucoup de choses, peut-être qu'ils ne se rendront pas compte de qui est Wout van Aert. En plus de tout ce que je vous ai dit, Van Aert, il a quand même déjà 8 classiques World Tour. À titre de comparaison, Greg Van Avermaet, c'est 7 classiques World Tour, dont un monument. Terpstra, il a 2 monuments, d'accord, mais c'est 3 classiques World Tour. Degenkolb, pareil, 3 classiques World Tour, dont 2 monuments, pardon, et Paris Tour. Alaphilippe, évidemment, il est double champion du monde, mais c'est 6 classiques World Tour. Donc voilà, avec 8 classiques World Tour, il est quand même, voilà, Bien sûr. c'est pas un bleu. déjà, si ça s'arrêtait là son palmarès, il aura déjà marqué l'histoire du cyclisme. On en a un peu parlé sur Twitter. J'ai vu notamment passer ta question, hein, avec Mhm. est-ce qu'il a déjà il laisserait un plus bel héritage que les Christophe de Terstra, etc. Mais bon, je t'ai répondu oui. Et pour moi, c'est sans aucun doute. Sans aucun doute, Mhm. parce qu'il a déjà un palmarès d'AC, parce que la rivalité avec Van Der Poel, parce que il n'y a rien à faire. C'est quelqu'un qui aura marqué le cyclisme. Alors, bien sûr, on s'en souviendra plus s'il gagne encore et encore, parce que là, on se pose la question de s'il ne gagne aucun monument flandrien. Moi, je me rappelle, il y a 3 ans, on s'était dit, il faudrait qu'il en gagne combien? On se demandait Ouais. pas s'il fallait qu'il en gagne un. On se disait, il faut qu'il en gagne combien? Et on oubliait que déjà à cette époque, il avait déjà 25 ans, en Oui, oui, fait, c'est hein. ça. C'est ça. Et donc voilà, et pour moi, donc, il a marqué sur le cyclisme. Et alors, oui, ce que je voulais dire, c'est que même sans un palmarès hyper fourni, il y a des gens dont on se souviendra toujours. Et je pense pas Mhm. que le palmarès fasse tout. Ça aide, bien sûr, mais le Tour de France que Wout a fait, si on regarde que les chiffres plus tard,
on va se dire oui, c'était bien. Mais il l'a marqué d'une empreinte, il a fait un truc que personne n'a jamais fait. Moi, je suis sûr, j'espère ne pas me tromper, je suis sûr que dans 20 ans, on en parle toujours, hein. Je suis sûr Ouais, qu'on c'est s'en possible. souviendra toujours. Donc pour moi, il va laisser une trace indélébile. Et puis après, j'ai quand même confiance à ce qu'ils finissent par en choper un de monument et un titre mondial, certainement, parce qu'on parle des monuments, mais un titre mondial, Oui, tout à finalement, fait, ça a ça certainement peut, la même valeur. tout à fait. Ben justement, cette année, comment Ah ouais, voyez-vous la course? Qui voyez-vous remporter cette édition du Tour des Flandres? je t'en prie, Damien, fais-moi cet affront. Euh, Oui, parce qu'en plus, pour un affront, c'est un bel affront, parce que je vais citer Mathieu Van Der Poel. Donc, tu vois, tant qu'à faire des affronts, je vais au bout du process. Alors, ouais, ben, Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel, ben, pourquoi? Parce que pour moi, le plus fort, ce sera Pogacar. Et le vainqueur, ce sera Mhm. Van Der Poel. C'est-à-dire un peu comme l'année passée, sauf que je vois Van Der Poel plus facile que l'année passée, parce que l'année passée, ça passe à rien, qui est quand même que Ouais, Pogacar tout à fait. s'envole. Là, Van Der Poel, il me semble en meilleures conditions. Sur le 3, il semblait quand même vraiment facile. Et j'arrive pas à voir Pogacar le sortir de la roue. Bah, je vous ai dit, j'imagine pas Wout rester avec. Donc je les vois partir à deux. Donc en théorie, je mets Van Der Poel. Après, Pogacar est pas lent. Et ce qu'il y a, c'est que peut-être que finalement Wout aurait quand même un impact. C'est-à-dire que si Wout reste tout près, je vois Van Der Poel faire beaucoup plus de travail que Pogacar Mhm, pour ne pas que mhm. Wout rentre. Et alors à ce moment-là, ça peut peut-être profiter à Pogacar en fait. Donc voilà. Alors le scénario, bah, je pense qu'on est tous d'accord, c'est Pogacar qui va faire tout péter. Quand? On le verra. À mon avis, deuxième passage du vieux Quarmont, à coup sûr, il va mettre une sacoche. Ben bon, voilà. De toute façon, c'est lui qui a les clés, je pense, hein. Ouais, tout à fait. Bah, moi, je vais même pas essayer de te contredire. Je pense que c'est clair et limpide. Pogacar le plus fort et Van Der Poel qui arrive à suivre. Van Aert plus difficile. Je suis totalement d'accord avec ça. J'ai encore un petit espoir de voir Van Aert suivre. Pour moi, c'est possible. Et c'est tout à fait possible qu'il perde jamais plus de 10 secondes, par exemple, et qu'il puisse revenir. Donc voilà. Pour moi, il restera le troisième, quasiment au même niveau que les autres. Je le vois mal prendre l'eau totalement. Après, c'est vrai c'est tellement dur. Il y a tellement de hauts pourcentages, tellement d'enchaînements il peut péter un moment. Après, comme j'ai dit souvent, c'est pas parce que la course est plus dure que le 3 que la différence sera exponentielle, tu vois. Peut-être Mhm. qu'une course suivante va lui profiter, on ne sait pas. Effectivement, je vois pas Wout exploser. Wout, il va peut-être perdre un peu de terrain. Et du coup, je me dis, si ça embraye, pour moi, il reviendra pas. Mais est-ce qu'on est sûr que ça va embrayer? Est-ce qu'on est sûr que Van Der Poel et Pogacar vont tous les deux d'un coup se livrer à 100%? Parce qu'ils savent bien aussi que tous les deux, l'un face à l'autre, ils doivent garder des réserves. C'est peut-être la chance de Wout. Et alors la deuxième question que je me pose, c'est si Wout y revient, ben, ce sera pas non plus le 3 pour un sprint. C'est là où Wout a perdu des sprints, c'est aussi après des courses très usantes où Ouais, il tout à va, à mon fait. avis, plus puiser dans ses réserves, ce qui serait peut-être Tout à le fait. cas ici. Donc, pas encore sûr non plus que Wout gagne le sprint s'ils viennent à 3, C'est hein. clair. C'est vrai que le 3, on a vu que Van Aert était un petit peu court, mais Van Aert était malade. Van Aert revient. Mhm, tout à Il a fait. encore fait le Gant-Wevelgem depuis où il était surpuissant. Alors on va dire, mais oui, mais il n'y avait pas les autres. Et donc, oui, mais il était tellement stratosphérique par rapport aux autres que ça lui a donné de la confiance. Van Aert est peut-être un petit cran en dessous pour l'instant de Pogacar. Peut-être de Van Der Poel, je suis pas aussi certain, parce que sur Ouais, les longs trajets, je Van non Der plus. Poel, il nous a déjà montré qu'il se livrait beaucoup et que souvent, dans les 10-15 derniers kilomètres, ça devient dur. Donc moi, je ne le mettrais pas d'office troisième de cette course. Ouais, Honnêtement, il a une carte à jouer et surtout, il a peut-être aussi compris à l'E3 que, comme justement, il était peut-être pas le plus fort, que la course ne va peut-être pas reposer uniquement sur ses épaules et qu'il peut lui aussi de temps en temps une fois sucer une roue. Et donc, tout ça fait que moi, je pense que justement, cette année-ci, c'est peut-être l'année ou jamais pour Wout. L'année ou jamais, c'est l'année passée. Il était plus fort que tout le monde. C'était une évidence. ouais. Donc, il n'a pas pu le faire. Mais donc, je pense que cette année-ci, il n'arrive pas dans des mauvaises conditions. Il faudra voir comment lui parvient à se départir de la pression, notamment des médias flamands, et voir aussi si lui ne gamberge pas. Il Si la doit, question que tu te posais tout à l'heure, Alexis, de savoir, tiens, est-ce qu'il va rater sa carrière s'il passe à côté? Si lui se pose la question, c'est foutu. Mais s'il ne se la pose pas et qu'il est confiant qu'il va gagner, cette année-ci, c'est une année où il peut gagner. J'en suis ouais. convaincu. Mais il doit courir avec sa tête aussi. Il doit Ouais. savoir qu'il a des équipiers, des autres cartouches. Il doit prendre moins de relais. Et il doit moins se livrer. On parle de pronostic. Je suis d'accord avec Damien. Moi, mets Van Der Poel en grand favori. Il y a trois raisons pour lesquelles on peut encore y croire. Et pour Van Aert, c'est premièrement, le 3, on n'a peut-être pas vu le vrai Van Aert. Il était peut-être, comme tu dis, hein, vraiment, il était peut-être pas aussi fort qu'il ne le sera dimanche. Dans le jeu Cormont, il pète un peu parce que au moment où il
il quitte la bordure, il perd la roue, donc ça joue aussi. Deuxièmement, il peut jouer avec ses équipiers et donc faire moins d'efforts. Et troisièmement, tu parlais des monts en tout début d'épisode. On a parlé des plus longs, donc le Vieux-Quarmont, et des plus raides, c'est-à-dire le Koppenberg et le Paterberg, mais il y en a d'autres. Il y a le Steenberg-Dries et le Kreuzberg qui sont entre les deux, qui sont un peu, et le Taillenberg, bien sûr, qui sont un peu moins raides, un peu moins longs et qui conviennent beaucoup plus à Van Aert qu'à Pogacar. Et peut-être une dernière allusion à l'E3, hein, il est apparu moins fort, oui, mais il gagne. C'est vrai. Il gagne. Il gagne. Donc, il peut être moins fort s'il gagne, moi, il n'y a pas de problème. Et donc, les pronos alors? C'était le moment de se lancer. Van der Poel pour les deux, en numéro un. Oui. Mais qui en joker alors? Puisqu'on rappelle à tous nos Ouais. auditeurs qui peuvent évidemment jouer, on a quelques auditeurs qui ont marqué de temps en temps un point. Pour l'instant, ça ne décolle pas. Euh, Est-ce que vous êtes encore joueur? Est-ce que vous allez tenter des surprises et des coups d'éclat? Ou bien cette fois-ci, vous allez jouer peut-être un peu plus sécurisé? C'est dur d'être joueur, hein. Ouais, moi je vais pas jouer Frison, hein, je te dis, je vais jouer Pogacar au C'est Joker. dommage. Ouais, c'est dommage. Non, Si ben Pogacar Frison au Joker. gagne, si Alors là, Frison gagne, ça me fait on moins a un. enregistré. C'est enregistré. Tu mets Pogacar en joker ou Oui, en oui. favori? Ah non, au Enfin, Joker, puisque je vois Van Der Poel. Hein. En fait, je pouvais les mettre dans n'importe quel sens, mais je vais quand même mettre Van Der Poel titulaire et ok. Pogacar Joker. Ouais. Bah, j'écoute, je vais mettre Van Der Poel. Ouais, je vais pas être joueur, c'est bête. Je vais mettre un petit peu joueur, je vais mettre Van Aert en joker et pas Pogacar. Et Ben toi, moi, je Romain? vais mettre Van Aert vainqueur. Ah, Allez, ben je voilà. lance. Et en joker, je vais mettre Pogacar. Tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas, pour pimenter le jeu pour nos auditeurs, proposer qu'ils marqueraient un point bonus si leur vainqueur n'est pas un des trois fantastiques? Ça, ce Ah, serait peut-être un truc. Ah, bah, t'aurais dû me le proposer aussi, mais Garcia je serais quand même Cortina. resté. Ouais. ouais. Garcia Ah, Cortina, il est en Garcia forme, hein. Cortina, moi j'avais noté quand même sur ma feuille que je parlerais Moi de aussi, ouais. Jorgensen, hein. Pas Ah, pour la gagne, Jorgensen. mais il a quand même été pas mal sur le 3. Et en fait, je voulais en parler aussi, parce que voilà encore un mec qui gagne le Tour de Mans et puis qui fait un superbe 3. Hein. C'est quand même génial cette époque, en fait. Par contre, aussi, on a parlé à tout début pendant l'émission, tu disais ça, Romain, Soudal, ben voilà, effectivement, on ne les a donc pas évoqués, comme tu disais. Et j'ai entendu sur ce quête légère, là, sur Twitter Space, quelqu'un disait. Ouais, s'ils font un top 10, c'est miraculeux. Je crois que c'est JP qui disait ça. Et vous êtes d'accord avec ça? Moi, je suis d'accord. Je vois pas qui fait top 10. Sur le round. Sur le run, hein, sur le run. Ah Sur ouais, ouais, Roubaix, oui, Yves Lampard va faire son top 10, mais sur le run. ah ouais, non, tout à fait. Bah, oui, tout à fait. Je vois pas qui fait top 10. Pourtant, ils ont, Ah, hein, ils ont encore des grands noms, hein. Bah, bien sûr, ils sont des ils grands ont un des noms. vainqueurs, Bah oui. pas sortant, mais presque, hein, Oui, Casper mais Asgreen. Caspar Green qui a eu Le, le le plus jamais prime le répété plus de prix. court Ouais. et le plus rentable de l'histoire. 9 jours. Ouais. Où il gagne deux belles classiques. Non, j'y crois pas. À la Philippe non plus. Non. Non. Ballerini va terminer premier chez Soudal, 19e, Ouais. C'est à 6 possible. minutes de Van Aert, donc. Bon, en tous les cas, pour ceux qui nous écoutent, on le rappellera toujours, hein, il faut commenter la publication de Twitter. Venez sur le compte Twitter et donc c'est très simple. Votre favori gagne la course, vous marquez 2 points. Votre joker gagne la course, vous marquez 1 point. Précisez bien qui est enfin, le favori et qui est le joker, hein, pour qu'on puisse effectivement tenir les comptes et on refera un petit point plus tard. En tous les cas, ben, Damien, Alexis, merci d'être venu nous parler de cette peut-être plus belle course donc du calendrier UCI, le fameux Tour des Flandres. C'est déjà ce dimanche, on se réjouit avec des monts, des pavés, des monts pavés et les trois fantastiques. Est-ce qu'ils seront quatre? Bah, on pourra en rediscuter évidemment après la course. Allez, merci, bonne course déjà à tous et à Merci, très bientôt. merci. Merci et à bientôt. Ciao, ciao.